Além, muito além daquela cera que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da grauna e mais longos que seu taille de palmeira. O favo da Jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recende no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a alma selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação Tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que veste a terra como as primeiras águas. Iracema, José de Alencar, 1865. L'histoire du Brésil ne commence pas avec l'arrivée des Européens. L'immense territoire sud-américain était déjà peuplé par plus de 1400 tribus réparties dans une quarantaine de familles linguistiques uniques. Loin d'être une terre inhabitée, le Brésil était le lieu de résidence de plusieurs populations amérindiennes vivant le long des côtes, dans les bassins des nombreux grands fleuves et dans les forêts tropicales. Faute de traces écrites, il est encore difficile aujourd'hui de bien comprendre et analyser ces sociétés amérindiennes. Selon les estimations des historiens, le Brésil comptait à la veille de la conquête portugaise entre 2 et 8 millions d'habitants. De plus, les Amérindiens du Brésil ne vivaient pas dans des grands empires ou cités-États comme les Aztèques ou les Mayas en Amérique centrale ou les Incas en Amérique du Sud. La destruction rapide des groupes présents sur la côte atlantique et en Amazonie ont rendu encore plus difficile la recherche des historiens pour présenter une image complète des civilisations amérindiennes brésiliennes avant l'arrivée des Portugais au XVIe siècle. Notre connaissance de ces mystérieuses sociétés nous vient principalement des chroniqueurs et voyageurs européens de l'époque. Ces descriptions biaisées, qui comportent d'importants préjugés contre les Amérindiens, nous montrent l'incompréhension des Européens pour des sociétés très, voire beaucoup trop différentes. Plus de 10 000 ans d'évolution unique et séparée divisaient l'Européen et le natif du Brésil. Heureusement, le travail remarquable des archéologues, anthropologues et des historiens nous permet aujourd'hui d'avoir une vision plus juste, même s'il restera toujours d'importantes parts d'ombre. Alors, qui étaient ces Amérindiens du Brésil? Comment vivaient-ils? Quel était leur modèle de société? En quoi croyaient-ils? Malgré de nombreuses tribus différentes, la majorité des Amérindiens présents au Brésil formaient un groupe linguistiquement et culturellement homogène. Ce groupe, qu'on va appeler le Vieux Tupi, aurait pour origine il y a plusieurs milliers d'années le sud-ouest de l'Amazonie. Le Vieux Tupi s'était ensuite divisé en plusieurs sous-groupes linguistiques dont les plus répandus étaient tout d'abord le Tupi-Guarani, sur presque toute la côte brésilienne du Maranhão au Rio Grande do Sul, dans plusieurs régions de l'Amazonie brésilienne, mais aussi en Argentine, au Paraguay, en Bolivie, en Guyane française et au Pérou. Ensuite, le Munduruku et le Jurana en Amazonie dans les régions du Xingu et Santarém, le Tupari et le Cintalarga dans le Rondônia et une partie du Mato Grosso. Pour mieux comprendre, imaginez que le Vieux Tupi serait l'équivalent de notre latin en Europe, et que le Tupi-Guarani, le Munduruku, le Jurana, le Tupari et le Cintalarga seraient des langues latines comme le castillan, le portugais, le français ou l'italien. C'est pour cette raison que les Portugais avaient l'impression qu'il existait une véritable homogénéité linguistique et culturelle parmi les Amérindiens du Brésil. Les Jésuites, qui étaient parmi les premiers Européens à apprendre les langues locales pour pouvoir mieux convertir la population, n'avaient pas eu besoin d'apprendre des centaines de langues radicalement différentes pour se faire comprendre de la plupart des peuples du Brésil. Même s'il existait au Brésil d'autres groupes ethniques, linguistiques et culturels dont nous parlerons plus tard, cette homogénéité culturelle chez les Tupi-Guarani est un véritable casse-tête pour les historiens et anthropologues. Comment les Tupi-Guarani ont maintenu cette unité linguistique et culturelle pendant des milliers d'années sans État ou l'écriture,
deux inventions humaines qui permettent en théorie de maintenir cette unicité. Dans la langue Tupi-Guarani, la plus importante descendante du vieux Tupi, on retrouve deux peuples qui partagent de très fortes similarités culturelles et linguistiques. D'un côté, nous avons les Tupis et de l'autre, les Guarani. La différence entre les deux groupes est minime et se résume à un différent courant migratoire que leurs ancêtres empruntèrent. Les Guarani arrivèrent à l'embouchure de la rivière Platée, qu'ils appelaient Paranaguaçu, se traduisant comme la Grande Mer, et dominèrent les bassins au sud du Brésil près des fleuves Paraguay et Paraná. Les Tupis s'installèrent eux le long de la côte brésilienne, chassant au passage d'autres ethnies amérindiennes dans la région, notamment les Tupinaé, dont nous n'avons aujourd'hui quasiment aucune trace. Les Tupis étaient l'ethnie la plus répandue au Brésil et les premiers à avoir rencontré les Européens. Ils étaient eux-mêmes divisés en plusieurs sous-groupes, dont les plus connus étaient les Tupinamba et les Tupiniquins sur la côte entre Bahia et Santa Catarina, les Potiguares, les Caetés et les Timbiras sur la côte du nord. Cela fait déjà beaucoup de noms étranges, donc mis à part quelques exemples précis, on va les regrouper pour ce documentaire sous le nom de Tupi. Loin des clichés de l'Indien pacifique, les Tupis étaient incontestablement un peuple de guerriers et de conquérants, même s'il existait évidemment des relations pacifiques ou amicales entre certains villages. Ils formaient en général une civilisation plus avancée technologiquement et en organisation sociale que les autres ethnies amérindiennes du Brésil. Comme tous les autres peuples présents au Brésil, les Tupis n'utilisaient pas l'écriture et ne commerçaient pas avec de la monnaie. Ils n'avaient pas vraiment de mentalité cumulative ou la notion de propriété privée. Pour certains anthropologues, le modèle de société des Amérindiens brésiliens semblerait être un choix volontaire d'une société patriarcale, sans classe, apatride, rejetant toute autorité ou organisation centrale. Cela posera notamment un très grand problème aux Européens pour imposer aux Amérindiens l'idée d'un État et du travail forcé. Nous savons qu'ils produisaient suffisamment pour leur subsistance, mais faute de moyens efficaces pour conserver longtemps la nourriture, cela limitait la capacité d'enrichissement et le commerce. Pendant longtemps, le modèle économique des Tupis était pensé comme une économie de subsistance, c'est-à-dire que les Tupis consommaient juste ce qu'ils produisaient et n'avaient pas de surplus, limitant le commerce entre les villages. Mais l'évidence archéologique de marchés amérindiens entre villages et d'un système d'échange de farine de manioc, de poissons, d'objets de luxe comme des plumes de toucan ou des pierres précieuses, ainsi que l'élevage à assez grande échelle de tortues et iguanes, démontrent que les économies Tupis étaient plus complexes qu'on l'imagine. Les tribus Tupis avaient plusieurs chefs de famille et un chef du village qu'on appelait Tuxaua ou Morobixaba. Il disposait d'un pouvoir assez relatif et il était choisi parmi les guerriers les plus expérimentés pour ses prouesses au combat et son éloquence. Le chef du village n'interférait pas dans la vie privée, ni même dans les disputes entre les membres de la tribu. Les lois orales inscrites dans la tradition étaient connues de tous et reposaient beaucoup sur la pénalité du talion, œil pour œil, dent pour dent. Même pendant la guerre, le chef n'avait pas vraiment un pouvoir de commandement, mais faisait plus office de héros, inspirant les autres guerriers à se surpasser. Certains chefs étendaient leur pouvoir sur plusieurs villages dont les familles étaient proches. Chaque matin, le chef du village assignait à tous une tâche pour la journée et prononçait ensuite un discours pour encourager sa tribu à travailler en suivant l'exemple de leurs ancêtres. En cas de mort, le titre de chef était souvent hérité par le fils ou le frère du défunt, à condition d'avoir les qualifications requises, c'est-à-dire gloire au combat et éloquence. En plus du chef, chaque village avait un conseil qui prenait les décisions importantes. Le conseil rassemblait le plus souvent des hommes de plus de 40 ans, un âge considéré comme ancien, qui étaient alors très respectés et écoutés. Dans les villages, qu'on appelait tabac, vivaient environ 3 à 400 personnes dans de très grandes maisons communes, les malocas ou motugabas. Ces maisons étaient construites autour de l'okara, une grande terrasse centrale qui était à la fois le cimetière du village, mais surtout le centre de sa vie sociale et politique. C'était dans l'okara que les Tupis s'assemblaient pour participer à des grandes réunions, à des exécutions ritualisées et aux rites funéraires. Les malocas étaient des constructions rectangulaires ou oblongues de 500 pieds de long et 100 pieds de large, formant une grande salle sans division intérieure et espace privé. Le pindomba, de la paille de palme, était utilisé pour faire des couches isolantes, maintenant à l'intérieur une température stable de jour comme de nuit. Les malocas ne disposaient d'ailleurs pas de fenêtres, seules les 2 portes sur les côtés donnaient sur l'extérieur. Les Tupis dormaient sur des hamacs, encore très populaires au Brésil aujourd'hui, notamment dans le nord-est, qu'ils accrochaient entre les murs de la maison et les grandes poutres centrales sur lesquelles reposait le toit. À l'intérieur, des feux étaient allumés au sol de chaque côté des hamacs, des chefs de famille, chauffant et surtout illuminant la pièce de jour comme de nuit.
Les familles occupaient un espace défini qu'elles délimitaient grâce au hamac. Tout sauf un simple refuge, les malocas étaient bien décorés, agencés et équipés. Vous pouvez y retrouver des bancs, de nombreux récipients et ustensiles de cuisine, des poteries, ainsi que des tables disposées le long de la maison formant un couloir central. Ces grandes maisons communes abritaient environ 50 personnes de familles proches, avec des hommes, enfants, femmes et personnes âgées. Les familles toupies étaient effectivement assez grandes, puisque donner les femmes en mariage servait à consolider des amitiés ou des alliances. Les toupies étaient très permissifs et ouverts vis-à-vis du sexe et du mariage. Ils étaient polygames et pouvaient épouser plusieurs femmes. Les chefs de famille pouvaient en avoir parfois jusqu'à 4, mais la première femme gardait toujours une place plus importante. Les guerriers de renom ou les chamans n'avaient pas de difficulté à prendre de nouvelles épouses, puisque les familles voyaient en eux un parfait parti et offraient sans hésitation leurs femmes célibataires comme épouses à ces hommes. Avec la même facilité pour laquelle ils pouvaient prendre de nouvelles femmes, ils pouvaient donner leurs anciennes épouses à un autre homme sans jalousie ou hostilité. Le divorce et le remariage étaient assez communs. Les liens matrimoniaux pouvaient facilement être brisés par l'un ou l'autre des conjoints. Une veuve épousait généralement le frère aîné de son mari ou l'un de ses plus proches parents qui avait vengé sa mort. L'adultère était aussi assez courant et loin d'être sévèrement puni, sauf si le mari était un personnage important comme le chef d'un village. Le sexe avant le mariage, que ce soit pour les jeunes hommes ou les jeunes femmes, était tout à fait toléré. Seules les jeunes femmes promises à un chef de village devaient rester chastes jusqu'au mariage. Dans les villages toupies, tout le monde avait un lien de parenté plus ou moins direct. On retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui des traces de cette structure familiale dans les campagnes brésiliennes, avec une notion élargie de la famille qui englobe au-delà des liens du sang. C'est ce qu'on appelle en portugais brésilien le cunhadismo. Toutefois, les villages toupies ne dépassaient jamais une certaine taille. En plus des guerres sans fin qui limitaient la croissance, les toupies n'hésitaient pas à partir d'un village surpeuplé pour en construire un autre à quelques kilomètres. En général, tous les 5 ans, après avoir épuisé le sol ou le gibier ou en suivant un nouveau leader charismatique, les toupies finissaient par déménager et établir un nouveau village. Certains villages toupies avaient des spécificités culturelles. Chez les Munduruku, une tribu toupie dans la région du Mato Grosso plus ou moins, plusieurs maisons étaient exclusives aux hommes et l'entrée aux femmes strictement interdite. C'étaient des lieux de rassemblement pour les hommes qui discutaient le soir venu de leurs exploits de guerre ou de chasse aux jeunes adolescents et enfants dans le but de les éduquer. Même s'ils ne restaient pas plus d'une dizaine d'années dans le même village, les toupies n'étaient pas des nomades chasseurs-cueilleurs, mais bel et bien des agriculteurs sédentaires. Pour les plantations, ils coupaient d'abord les arbres, puis les brûlaient quelques mois plus tard, les cendres servant ensuite de fertilisant. Les Amérindiens du Brésil avaient parfaitement dominé la technique du feu grâce au frottement de branches d'Iberacuida sèches. Les anthropologues ont aussi trouvé des preuves que certaines tribus toupies, comme les Tupinamba, utilisaient des symboles astronomiques pour guider la plantation, indiquant qu'ils avaient une certaine connaissance de la rotation, du temps et des saisons du soleil. Dans ces villages, ils plantaient et cultivaient du maïs, des haricots, des courges, de la citrouille, des patates douces, du poivre, du minduchi, des arachides et surtout du manioc. Le manioc est un tubercule toxique qui nécessite une technique pour éliminer l'acide cyanhydrique afin de le rendre comestible. Les Amérindiens laissaient la racine du manioc dans l'eau pendant des jours avant d'en faire une farine qu'ils cuisaient ensuite dans des grands pots en argile. Tous ces aliments sont encore aujourd'hui au cœur de la cuisine brésilienne, avec notamment les fameuses tapiocas, des délicieuses galettes faites exclusivement avec de la farine de manioc. Bien que sédentaires et agriculteurs, les Amérindiens du Brésil n'avaient pas domestiqué des animaux sauvages dans le but de les manger. Néanmoins, la présence d'animaux de compagnie, comme les perroquets, mimambas dans la langue toupie, considérés comme très précieux, ou même des singes, était tout à fait commune. Pour la chasse, les hommes s'attaquaient au gros gibier, tandis que les femmes ou les enfants avaient pour rôle de chasser des reptiles, des insectes, des rongeurs ou d'autres petits animaux. Habitant toutefois près de grandes rivières ou des côtes de l'océan Atlantique, il semblerait que ce soit bel et bien les poissons et les fruits de mer qui étaient plus habituels comme source de protéines dans les assiettes. Les cueillettes de fruits, baies sauvages et miel dans la forêt, mais aussi d'insectes comestibles comme les issas, des grosses fourmis bien grasses, étaient tout aussi importantes. Une activité qui était d'ailleurs réservée aux femmes. Il est important de noter que chez les toupies, il existait clairement une division du travail par rapport au sexe et l'âge. La plantation, la récolte, la cuisine, la poterie étaient alors des activités en général réservées aux femmes, tandis que les hommes s'engageaient plutôt dans la chasse, la pêche, le défrichage des terres et bien sûr la guerre. Pour la cuisine, les toupies préparaient leur nourriture de façon rôtie ou bouillie. La viande, mais surtout le poisson et le manioc, étaient rôtis dans un grill en latte de bois carbonisé qu'on appelait le moquem.
Le plat traditionnel et le plus commun était une soupe de manioc avec du poisson bouilli et des feuilles de mangara. Le chef de la famille était toujours servi en premier par sa première femme et mangeait seul. Mais contrairement aux nobles occidentaux, les chefs toupies étaient les premiers à travailler les champs et mangeaient exactement la même nourriture que le reste de la communauté. Les toupies étaient également de grands amateurs de tabac. Fumer était l'un des loisirs préférés de la vie quotidienne. Après avoir séché les feuilles de tabac, les toupies les fumaient enveloppées dans des feuilles de palmier ou bien à l'aide de pipes en bambou ou en pierre, plutôt réservées aux chamans lors des cérémonies. Ils étaient aussi friands d'alcool. Leur principale boisson alcoolisée, le kaiyum, était une sorte de bière à base de maïs ou manioc fermenté avant d'être bouillie. On fabriquait également de nombreuses liqueurs à base de plantes, légumes ou fruits comme les patates douces, les noix de cajou, le miel et l'ananas. Les toupies ne perdaient jamais une occasion pour fumer et boire de l'alcool. Tous les événements, même les plus petits, étaient une opportunité pour consommer de la bière. La préparation en très grande quantité des boissons alcoolisées était une activité fastidieuse pour les femmes et l'une des grandes raisons pour laquelle les chefs de famille pratiquaient la polygamie. Au vu de la chaleur souvent torride au Brésil, les toupies se coupaient les cheveux pour dégarnir la nuque et éviter de transpirer. Certaines tribus se rasaient également les cheveux au-dessus du front et épilaient en général tous les poils du corps, y compris les sourcils. Les femmes se rasaient aussi tous les poils du corps, mais gardaient une longue chevelure. Pour prendre soin de leurs cheveux, on utilisait comme cosmétique des huiles extraites de plusieurs fruits, généralement ceux des palmiers. Toujours à cause de la chaleur tropicale, les Amérindiens du Brésil se promenaient entièrement nus et prenaient plusieurs bains par jour. À la place des vêtements, ils s'habillaient avec des ornements qui étaient l'équivalent des vêtements pour les Occidentaux. Les nombreux ornements, souvent magnifiques, exprimaient l'âge de l'individu, sa richesse et son pouvoir au sein du village. Sur leur tête, les hommes, notamment dans les tribus Tamoyo, portaient des grands chapeaux faits de queues de perroquet ou d'autres oiseaux rares. Les ornements de plumes les plus spectaculaires étaient de longs et larges manteaux composés entièrement de plumes rouges de guara, guara rubra et toucan. Vous pouvez encore aujourd'hui voir l'un de ces magnifiques manteaux dans le musée national danois à Copenhague. Les peintures de guerre étaient particulièrement importantes pour les toupies afin d'attirer les femmes ou effrayer les ennemis. Pour cela, ils utilisaient une encre noircie de Yanipaga qu'ils ornaient ensuite de magnifiques plumes de perroquet ou de Uirapiranga, un oiseau tropical rouge écarlate. Les guerriers se peignaient le corps avant les combats, soit entièrement d'une couleur bleu foncé, soit un bras et une jambe en noir et les autres en rouge. Les toupies pratiquaient aussi des scarifications et tatouages. Par exemple, au sein de la tribu Tupinamba, les hommes avaient souvent des cicatrices recouvertes de pigments noirs pour chaque ennemi tué. À chaque occasion importante, comme une beuverie, des funérailles ou l'exécution d'un prisonnier, hommes et femmes peignaient leur corps. Les pigments préférés étaient noirs, faits de genipa, et rouges, faits d'urusi. Les toupies se confiaient à des artistes talentueux, généralement des femmes, qui traçaient sur leur corps des motifs artistiques comme des spirales, des vagues ou des damiers. Moins communes, les couleurs bleues et jaunes étaient plus utilisées sur les visages. Curieusement, il semblerait que certaines tribus disposaient d'un système similaire aux ceintures des arts martiaux asiatiques. Ils portaient à la taille des bandes de coton qui indiquaient la valeur du guerrier en fonction de la couleur. Les plus grands combattants toupies avaient des bandes à rayures rouges, tandis que les grands guerriers avaient des bandes entièrement rouges, indiquant qu'ils étaient les plus braves parmi les braves. Cette couleur rouge si particulière provenait de langues extraites de l'Ibirapitanga, Ibira signifiant arbre et Pirana rouge, que nous appelons aujourd'hui tout simplement le séquoia. Les toupies fabriquaient des outils très sophistiqués, souvent en fibre de banane, en bambou ou en coton qu'ils appelaient manigo. En plus des ustensiles de cuisine, comme les pots en argile, les archéologues ont retrouvé des flûtes en bambou ou en os, des carapaces de tortue pour la vaisselle, des arêtes de poissons travaillées servant de peigne, ainsi que des jouets pour enfants. Les colliers, bracelets et autres bijoux étaient fabriqués à partir des coquilles d'escargot ou perles de coquillage auxquelles on rajoutait des plumes. Ils indiquaient un certain statut dans la société. Plus les coquilles étaient nombreuses, plus l'individu disposait d'un rôle important. D'autres colliers étaient fabriqués à partir des dents de jaguar, mais ils étaient réservés aux chefs de famille. Les chefs de village et les plus grands guerriers avaient aussi des colliers de perles rondes en bois noir, extrêmement longs, parfois jusqu'à 9 mètres de longueur, qu'ils enroulaient plusieurs fois autour du cou. Les femmes avaient des colliers similaires, mais les portaient enroulés autour du bras. Les guerriers enfilaient aussi des colliers avec les nombreuses dents de leurs victimes. Certains colliers avaient jusqu'à 3000 dents. Que ce soit les peintures de guerre ou les colliers avec des dents, ils étaient exclusifs aux hommes. Les femmes avaient néanmoins le droit de se peindre et tatouer le corps, ainsi que de porter des grands bracelets et arborer des plumes.
La guerre était au centre de la civilisation Tupi. Ils accordaient une place importante à leurs terres qu'ils n'hésitaient pas à défendre jusqu'au dernier contre des envahisseurs. Mais ils n'hésitaient pas non plus à attaquer des villages rivaux ou d'autres ethnies amérindiennes dans le simple but de se venger. Cependant, ils entraient en guerre uniquement s'ils avaient la certitude de gagner. Pour cela, ils interprétaient les rêves et pratiquaient des danses rituelles. Une fois en marche contre l'ennemi, les Tupis faisaient très attention à tout présage bon ou néfaste, comme les mots d'un perroquet et surtout aux rêves. Le moindre mauvais signe suffisait alors à arrêter l'expédition. Les Tupis utilisaient des techniques de guérilla basées sur des opérations rapides, brutales et précises. Pour atteindre un territoire ennemi lointain, les Tupis s'organisaient en escadrons composés de dizaines de pirogues contenant environ 20 guerriers. Les Tupis étaient certes des sédentaires, mais ils pouvaient se déplacer sur des très grandes distances en cas de chasse ou pour la guerre. Que ce soit la forêt, les rivières ou même l'océan, les Tupis n'avaient aucun problème à se déplacer dans la nature. À bord des zigaras, de grandes pirogues capables de transporter 20 à 80 hommes, les guerriers Tupis n'hésitaient pas à braver les vagues de l'océan Atlantique à force d'avirons à double pagaie. Pour les rivières, ils laissaient tomber les zigaras et privilégiaient les ubas, des pirogues plus petites et plus adaptées. Arrivant près des villages ennemis, cela donnait souvent lieu à des batailles navales entre pirogues où les deux groupes s'échangeaient des tirs de flèches. Les archers Tupis, mais aussi d'autres ethnies amérindiennes du Brésil, étaient particulièrement doués, précis et mortels. La létalité des flèches, mesurant parfois jusqu'à 1,60 m, était même fortement redoutée des Européens en armure. Les grandes flèches étaient faites de roseaux, avec des volets composés de 2 longues plumes colorées et avec des pointes en dents d'animaux ou de poissons. D'après les premiers chroniqueurs occidentaux, ils étaient incontestablement parmi les meilleurs archers du monde et de vrais tireurs d'élite, compétences que les Portugais apprendront plus tard à leurs dépens. Nous avons même des descriptions d'archers Tupis qui se couchaient dos au sol, tenant la flèche à 2 mains et étirant l'arche avec la plante des pieds pour réaliser des puissants tirs à très longue portée. Au corps à corps, les Tupis ne déméritaient pas non plus. Les Occidentaux seront même surpris du talent de duelliste des Amérindiens du Brésil. Fort habiles, ils possédaient des techniques qui n'avaient rien à envier aux meilleurs épéisistes européens. Mais contrairement à eux, les Amérindiens qui ne connaissaient pas le métal n'utilisaient pas des épées mais des gourdins en bois extrêmement robustes pouvant mesurer jusqu'à 1,20 m et qui ressemblaient aux casse-têtes iroquois en Amérique du Nord. Tout comme leur corps, les Tupis ornaient leurs armes et en particulier ces puissants gourdins. Ils couvraient par exemple le manche d'une tresse de paille colorée et y accrochaient des plumes. Pour se protéger, les Tupis tenaient des boucliers en cuir de tapir. Lors des combats en mêlée, ils frappaient avec le gourdin de puissants coups pour assommer l'adversaire. Pendant les sanglants combats, les Tupis semblaient aux yeux des Européens fort imprudents et indisciplinés. Ils se lançaient en avant en criant et en s'agitant dans tous les sens pour effrayer l'ennemi et surtout pour échapper aux flèches. Les grandes batailles rangées sembleraient avoir été plutôt rares et se résumer à des combats d'archers et d'esquives habiles. Cependant, il pouvait y avoir des exceptions. Les Potiguara, considérés comme une des tribus Tupis la plus puissante, pouvaient, selon des chroniqueurs portugais, déployer via un système d'alliance entre villages des armées de plus de 20 000 hommes. Les sièges, à moindre échelle par rapport à l'Occident ou l'Asie, étaient également courants. Les assaillants commençaient par construire autour du village une palissade de buissons épineux. Le moment propice pour attaquer un village était choisi avec extrême prudence. En général, l'assaut était donné la nuit ou à l'aube pour surprendre l'ennemi. Les villages étaient fortifiés avec des murailles en bois et des pointes pour écorcher et percer les pieds des assaillants, avertissant ainsi les villageois de l'attaque imminente. Pour attaquer, les Tupis utilisaient des rondins de bois, tandis que les pointes de flèches étaient enroulées dans du coton et incendiées pour brûler les maisons et obligeant les défenseurs à éteindre les flammes. Pour les assauts, les guerriers montaient sur un mur mobile en bois et recouvert de cuir de tapir, permettant d'avancer lentement mais sûrement vers le village ennemi. La guerre chimique n'a évidemment pas commencé avec la Première Guerre mondiale. Elle n'était pas exclusive à l'Occident, loin de là. Les Tupis en utilisaient déjà une forme rudimentaire mais efficace en brûlant de grandes quantités de poivre de telle sorte que les vents transportaient le gaz de combustion en direction du village, faisant un ravage parmi ses habitants. Les Tupis étaient connus pour ne pas avoir peur de la mort. La bravoure et la gloire du combat étaient d'une importance capitale. En mourant au combat, ils savaient que leurs enfants et petits-enfants les vengeraient à tout prix. Toutefois, l'objectif principal chez les Tupis n'était pas vraiment de tuer ses ennemis, mais bel et bien de les capturer pour les manger. Oui, vous m'avez bien entendu. La société Tupi était une société clairement guerrière et violente, dans laquelle les conflits étaient ritualisés autour d'un concept de vengeance éternelle et cannibale. La fonction première de la guerre n'était pas juste de vaincre ses ennemis, mais de se venger en les capturant et les dévorant. Capturer et manger les tribus rivales ou d'autres ethnies servait à maintenir ce cycle de vengeance sans fin qui rendait nobles,
fiers et glorieux, les hommes du village. Reconnaissables à un collier en coton, les prisonniers de guerre étaient curieusement bien soignés et nourris. Ils faisaient même partie de la vie du village, parfois pendant des mois, et jouissaient d'une relative liberté. On leur donnait même une femme de la tribu pour s'occuper de lui. En raison de cette coutume, de nombreux enfants issus des rapports entre les prisonniers et les femmes du village étaient également condamnés à mort et dévorés, parfois des années plus tard, pour se venger de la tribu d'origine du prisonnier. Tuer des enfants, ou même l'avortement, semblerait ne pas avoir été un sacrilège dans la société toupie. Les chroniqueurs européens racontent notamment comment les femmes du village tombées enceintes d'un prisonnier avortaient avant la naissance, ou lorsqu'une femme enceinte d'un guerrier du village mort au combat et qui se remariait avait également le droit d'avorter pour ne pas avoir à l'élever avec son nouveau partenaire. Dans cet environnement hostile et guerrier, la survie était primordiale et l'individu ne pouvait pas être un fardeau pour sa communauté. Dans cette logique, les bébés nés avec des difformités étaient éliminés dès la naissance. Pour nous autres aujourd'hui, cela peut nous paraître extrêmement cruel. Mais dans une pensée de survie face à une nature difficile et des ennemis déterminés, il s'agissait avant tout de garantir la survie de la tribu qui était aussi forte et puissante que le plus faible de ses membres. Les prisonniers pouvaient donc attendre des mois avant d'être mangés. Pourquoi ils ne fuyaient pas? À leur place, nous aurions tous évité à tout prix d'être dévorés. Eh bien, dans la coutume toupie, la fuite n'était tout simplement pas une option. L'exécution était un honneur à la fois pour le bourreau, mais aussi pour le prisonnier. Pire que le plus grand des déshonneurs, la fuite était impardonnable et d'autant plus impossible que le guerrier toupi capturé n'appartenait plus à sa tribu d'origine. Il était officiellement exclu de sa communauté qui, en échange, jurera de le venger par tous les moyens. Nous avons déjà prononcé plusieurs fois le mot vengeance et venger. Le concept même de vengeance éternelle était véritablement au cœur de la société toupie. La mort au combat ou par exécution ritualisée, une fois capturé, débloquait immédiatement un cercle sans fin de vengeance et de guerre permanente. Mais ce qui effrayait le plus les Européens n'était pas ce cycle de vengeance sans fin ou l'absence de peur face à la mort, mais bel et bien l'anthropophagie. Les toupis pratiquaient un cannibalisme rituel qui consistait à manger les prisonniers de guerre ou leur progéniture. L'un des témoignages les plus connus est celui du mercenaire allemand Hans Staden qui voyagea 2 fois au Brésil en 1547 et en 1550. Lors de son second voyage, son navire s'échoua près de l'île de Saint-Vincent. Avec une dizaine de survivants, il se sauva miraculeusement de la catastrophe et se mit au service du fort portugais de Bertioga. Mais un jour de sortie en dehors du fort, il se fit capturer par une tribu Tupinamba. Ils l'embarquèrent dans une pirogue Iragas et le ramenèrent à un village appelé Ubatuba, situé entre la côte de Mangaratiba et la baie d'Angra dos Reis. Le mercenaire allemand passa au total plus de 9 mois parmi les Tupinamba, observant avec attention leurs us et coutumes. Il accompagnait même des guerriers lors d'une attaque contre une tribu ennemie et assista à de nombreuses exécutions et dégustations de Portugais ou autres Amérindiens captifs. Le rituel anthropophagique se déroulait en général ainsi. Le jour de l'exécution, les femmes commencèrent d'abord à insulter et jeter des pierres aux prisonniers. On lui rasait ensuite les cheveux et les sourcils pendant que des guerriers attachaient autour de sa taille une corde en fibre de palmier dont les 2 extrémités étaient tenues fermement par plusieurs hommes. Une fois dans la place centrale du village, le rituel pouvait commencer avec des chants et de la musique. Le bourreau et le prisonnier hurlèrent des injures, vantant leur bravoure au combat en promettant au passage vengeance et rétribution à son ennemi. Bien qu'attaché par la taille, le prisonnier avait les bras libres pour pouvoir se défendre un minimum et prouver sa valeur. Mais la fin était toujours inévitable et se résumait à un violent coup de gourdin, spécialement décoré pour l'occasion, à la base de la tête, brisant le crâne. Immédiatement après avoir éclaté le crâne de son adversaire, le bourreau courait de toute vitesse vers sa maison, dans laquelle il continuait de courir pendant un moment pour échapper à l'esprit vengeur du prisonnier. Attention aux âmes sensibles, je vous conseille de passer les prochaines secondes. D'après les écrits de Staden et autres contemporains européens, les toupis écorchaient le corps du prisonnier après avoir bouché son anus avec un morceau de bois afin de ne pas perdre les viscères. Le corps était ensuite démembré et rôti au barbecue, tandis que les tripes, la langue et la cervelle étaient recueillies par les femmes et les enfants pour en faire une pâte fine appelée mingao, qu'on retrouve encore aujourd'hui sous une forme complètement différente bien évidemment et servie aux enfants. Le sang du prisonnier était également récolté pour baigner les jeunes garçons afin de les rendre plus courageux, tandis que les vieilles femmes se précipitaient pour boire le sang encore chaud. On attendait ensuite que la viande refroidisse pour la manger en compagnie du caillum, la boisson alcoolisée, et en fumant du tabac. Les restes étaient à nouveau torréfiés et refroidis pour les manger plus tard.
Staden raconte comment la viande d'un prisonnier portugais qu'il connaissait fut suspendue pendant 3 semaines au-dessus d'un fumoir dans l'une des maisons où il dormait. Certains prisonniers pouvaient éviter d'être mangés s'ils étaient considérés comme des lâches. Les toupies méprisaient d'ailleurs beaucoup la lâcheté des Européens lors des exécutions, alors qu'en réalité, il s'agissait avant tout d'une peur d'être mangé. Le seul qui n'avait pas le droit de manger la viande du prisonnier était au final son bourreau. Eh oui. Après avoir passé plusieurs jours enfermé dans sa maison, son retour à la vie normale du village était célébré avec une grande fête pendant laquelle on le scarifiait et tatouait pour montrer sa valeur. Le nombre de tatouages chez les guerriers indiquait son prestige et le nombre d'ennemis tués. Après avoir changé de propriétaire et de village, Hans Staden fut finalement sauvé par un capitaine français, qui l'échangea contre des miroirs. De retour en Europe, Staden écrira l'un des premiers livres ethnographiques sur le Brésil qu'il publia en Allemagne en 1556. En dévorant les ennemis les plus courageux, les toupies croyaient qu'ils se nourrissaient de leur bravoure. Pour survivre, on croyait que chaque génération devait consommer de la chair humaine pour absorber la sagesse et l'esprit des ancêtres. D'autre part, les personnes reconnues coupables de crimes étaient également dévorées afin de rétablir l'équilibre au sein du village et d'apaiser les esprits. Le cycle de vengeance éternelle et la chance de gagner en gloire au sein du village n'étaient pas la seule raison. Il existait également une dimension religieuse. Chez les Tupinamba, seuls ceux qui tuaient, capturaient et dévoraient de nombreux ennemis pouvaient accéder à un légendaire paradis situé à l'ouest. Dans ces paradis, les guerriers rejoindraient leurs ancêtres décédés et jouiraient pour toujours d'une abondance éternelle en nourriture, boissons et fêtes grandioses. Similaires en plusieurs points au Valhalla nordique. Les guerres sanglantes offraient donc l'opportunité aux guerriers de rejoindre ce paradis auquel l'accès était interdit aux lâches et aux femmes, à l'exception des épouses de grands guerriers. Mais il existait également un autre moyen de trouver ce paradis terrestre que nous verrons juste après. Il existait quelques variantes de ces exécutions ritualisées chez certaines tribus toupies. Par exemple, les Munduruku ne mangeaient pas leurs ennemis lors de grands barbecues. Ils étaient plus friands des têtes qu'ils empalaient sur des pics devant leur village. Les Munduruku étaient connus pour être des coupeurs de têtes qu'ils récupéraient pour les afficher comme trophées après les avoir longuement préparés. Attention encore une fois aux âmes sensibles. Juste après avoir récupéré la tête d'un ennemi, le cerveau était immédiatement retiré, tandis que les dents étaient précieusement conservées. Une fois dans le village, la pauvre tête était séchée jusqu'à que la peau prenne une texture similaire à du parchemin. Après avoir scellé les yeux avec de la cire d'abeille et attaché aux oreilles des plumes d'oiseaux comme des pendentifs, on faisait ensuite passer un cordon par la bouche et l'une des narines pour suspendre la tête. Le guerrier Munduruku qui avait tué son ennemi et pris sa tête était célébré dans le village et jouissait de privilèges mais aussi de devoirs. Il était toujours servi en premier et vénéré par les hommes qu'il commandait durant la chasse. Mais il devait également éviter tout contact et rapport sexuel avec ses épouses. Après quelques semaines, son trophée était attaché dans la maison des hommes après d'importantes fêtes. Les dents, jusque-là bien conservées, étaient placées dans un panier accroché dans la maison du héros. Après environ 3 ans, le héros revenait à une position normale dans le village, mais avec plus de prestige et de gloire, et un autre preneur de tête assumait ensuite sa position. Les plus grands chasseurs de têtes Munduruku étaient fortement respectés et occupaient en conséquence les positions les plus élevées dans la communauté. Une question perturbe les archéologues et historiens. Pourquoi les toupies se sont déplacés et ont migré massivement vers l'est du Brésil? On pourrait penser qu'ils étaient tout simplement à la recherche de meilleurs gibiers et terres fertiles. Mais il existe également une explication religieuse et mythologique importante. Les chamans prophètes, qu'on appelait Caraïbes, du tupi Caraïbe pour sage et intelligent, étaient d'importants êtres spirituels, puissants et mystérieux, même aux yeux des toupies. Ils étaient considérés comme de grands sorciers et prophètes et contrairement aux simples chamans, ils n'appartenaient pas à un village et prétendaient ne pas avoir de parents. Ils vivaient isolés dans la forêt et pouvaient fréquenter tous les villages, parfois même ennemis. Leur arrivée était très appréciée et toujours précédée d'une énorme fête. Ces Caraïbes étaient les ennemis jurés et les concurrents directs des jésuites portugais qui voyaient en eux les prédicateurs du diable puisqu'ils étaient connus pour leur grande éloquence et pour encourager la vengeance éternelle et l'anthropophagie. En réalité, les Caraïbes prêchaient qu'il était également possible de trouver ici même sur Terre Ivi Marae, le paradis terrestre que les Portugais traduiront comme
Terra Sem Mal, la terre sans mal. En prêchant de village en village, les Caraïbes seraient à l'origine des vastes vagues de migration tupi-guarani avant la conquête portugaise, mais aussi après, depuis l'Amazonie vers le reste du Brésil, en éliminant au passage les autres ethnies amérindiennes. Selon les Caraïbes, ce paradis terrestre était un endroit réel que l'on pouvait atteindre après un long voyage derrière les montagnes. Cette information, bien que documentée après l'arrivée des Européens au Nouveau Monde, reste toutefois encore mystérieuse. Mis à part le cannibalisme rituel et la terra sem mal, quelles étaient les croyances des Tupi-Guarani? Comme tous les Amérindiens du Brésil, ils étaient principalement animistes, mais possédaient également un panthéon de dieux. Les dieux Tupis représentaient des éléments de la nature, comme Coaraci, le dieu du soleil, Jaci, la déesse de la lune, Yara, la déesse des eaux, et Curupira, le dieu et protecteur de la chasse. Il existe plusieurs versions des mythes Tupis et de la genèse du monde, dont j'ai retenu ici une version, probablement légèrement christianisée. L'univers, selon certains Tupis, avait pour origine un seul grand dieu, créateur de toutes choses sur terre, qu'ils appelaient Monan. D'après les mythes, les humains, après leur création, devinrent rapidement mauvais, et Monan décida pour les punir d'envoyer Tata, traduit comme le feu du ciel, pour les exterminer du monde qu'il avait créé et de finir par un grand déluge. Cela m'avait également surpris lors de mes recherches, mais oui, le mythe du déluge semble avoir été aussi présent chez les Amérindiens du Brésil. Similaire à l'histoire de Noé dans l'Ancien Testament, un seul homme, du fait de sa gentillesse, fut sauvé dans le mythe Tupi. Irine Maguet fut choisie avec sa sœur enceinte pour survivre au déluge, cultiver la nouvelle terre et repeupler le monde. Mais comme les humains n'apprennent jamais de leurs erreurs, ils devinrent de nouveau mauvais. Cette fois-ci, pour s'assurer que cela ne se reproduirait plus, Monan envoya Tupa, le dieu de la foudre, du tonnerre et de la tempête, pour punir les humains et diriger le monde pour toujours. L'un des plus vieux mythes du peuple Tupi Munduruku raconte comment dans le passé, les femmes dominaient la tribu, qui était donc apparemment matriarcale. Les hommes se révoltèrent et prirent le pouvoir en effrayant les femmes grâce à un mystérieux objet faisant un rugissement lorsqu'il était jeté dans les airs. Terrifiées par le son et la vue de cet objet, les femmes se soumirent aux hommes et abandonnèrent leur pouvoir. En perpétuant ce mythe, les hommes présentaient clairement les femmes comme une menace existentielle à leur rôle de dominant dans cette communauté de guerriers. Les Tupis étaient extrêmement superstitieux et craignaient les forces surnaturelles. Pour s'offrir la protection d'un dieu, les Tupis offraient par exemple de nombreuses offrandes comme des plumes d'oiseaux rares ou des flèches pour s'assurer la satisfaction du dieu de la chasse Curupira. Mais ce dont ils avaient vraiment peur, ce sont surtout les esprits malveillants, prenant la forme de démons ou animaux tels que des chauves-souris, des salamandres ou des oiseaux noirs. Par exemple, nous avons Igbupiara, qui prenait la forme d'homme ou femme aux orbites enfoncées. D'après les écrits d'un jésuite portugais, les Tupis craignaient vraiment de tomber sur Igbupiara. Selon leurs croyances, ce fantôme les attraperait et les tuerait d'un simple baiser en absorbant leur énergie vitale. Après avoir tué d'un baiser mortel le pauvre malheureux, Igbupiara dévorait les yeux, les orteils, les doigts et le pénis chez les hommes avant de repartir. La nuit serait, selon les croyances, particulièrement propice aux attaques des esprits mauvais et seul le feu pourrait les repousser. Il existait également bien d'autres créatures et esprits dans les mythes, comme des monstres faits entièrement de feu qui vivaient près de la mer ou des rivières que l'on appelait Baitata, les choses de feu, ou les dangereux dauphins Encantados. Les esprits mauvais ou vengeurs, rôdant dans la forêt la nuit ou près des cimetières de leurs ancêtres, étaient aussi source de grande peur. Le monde surnaturel des Tupis était très réel pour eux. Les esprits, bons et mauvais, étaient une réalité. Les chamans des villages étaient là pour interpréter ce monde surnaturel et soigner les habitants, soi-disant, avec des pouvoirs magiques. Il y avait 2 ou 3 chamans par village, prenant le rôle de conseiller, médecin et chef spirituel via la divination. Ils célébraient des rituels magiques, la magie étant quelque chose de très concret pour les Tupis. Les chamans utilisaient la maraca, un instrument de musique fabriqué avec le fruit de la cabacera et qui produisait un son de hocher. Le bout de l'instrument était peint en rouge et orné de plumes colorées. On peignait aussi des yeux, une bouche et des oreilles pour que l'instrument prenne forme humaine. Dans les mains des chamans qui soufflaient de la fumée, la maraca prenait vie et procurait des pouvoirs magiques et mystiques. Malgré leur pouvoir et position, les chamans ne menaient pas une vie paisible dans le village. Lorsqu'un individu important comme un chef de famille mourait d'une maladie, sans explication, on accusait souvent l'un des chamans d'avoir lancé une malédiction et était par conséquent exécuté. Les Tapuyas regroupaient toutes les autres nombreuses ethnies amérindiennes présentes sur le territoire brésilien. Ils étaient appelés ainsi par les groupes Tupis pour désigner les autres,
tous ceux qui parlaient une langue complètement différente du tupi. Le terme tapuya, utilisé par les Tupis, serait l'équivalent du mot barbare des Romains et anciens Grecs. Mais contrairement aux tribus Tupis, qui présentaient des caractéristiques culturelles et linguistiques communes, les Tapuyas étaient, bien que quasiment tous cannibales, des groupes très hétérogènes. Les historiens ont toutefois réussi à en regrouper certains sous le nom de G. Botocudos, puisqu'ils partageaient une même origine linguistique appelée Macro-G. Jusqu'à vers l'an 1000 après Jésus-Christ, les Tapuyas étaient les principaux habitants du territoire brésilien actuel, et notamment les côtes fertiles. Ils se firent alors expulser vers l'intérieur des terres par les invasions Tupis venant du sud de l'Amazonie. Il y avait néanmoins des tribus qui résistèrent aux envahisseurs Tupis. Dans un état de guerre permanente avec les Tupis, ils restèrent habiter la côte brésilienne comme les Tremembé sur les plages de l'actuel Ceará et Maranhão au nord-est, les Goitacás au nord de Rio de Janeiro et au sud d'Espírito Santo, et pour finir les Aimoré dans la partie nord d'Espírito Santo et le sud de Bahia. Ces deux derniers étaient particulièrement craints des Tupis et même plus tard des Portugais. Les Goitacás vivaient dans des lagunes, ils étaient décrits comme très grands en taille et des athlètes hors pair. Experts nageurs, peu de gens pouvaient rivaliser avec les Goitacás dans l'eau. Le rite d'initiation pour devenir un guerrier consistait à faire face à un requin. Attention, pas juste faire face au requin, mais l'immobiliser en frappant violemment son nez, forçant le requin à ouvrir grand sa gueule et à lui arracher les entrailles à main nue. Rien que ça. Les Goitacás chassaient les requins pour récupérer les précieuses dents qu'ils utilisaient comme point de flèche ou pour leur ornement. Les Aimoré avaient eux aussi une réputation de démons et redoutables ennemis grâce à leur technique de guérilla et de survie très avancée. Vivant dans les forêts tropicales, ils maîtrisaient parfaitement un terrain hostile et difficile. Le mot Aimoré signifiait même en langue tupi les hommes mauvais ou les tueurs. Contrairement aux Tupis, les Tapuyas avaient adopté que partiellement l'agriculture et restaient des chasseurs-cueilleurs nomades très mobiles. Ils établissaient des campements temporaires en fonction de la chasse, pêche, récolte de miel ou cueillette de fruits. Au moment de la récolte des noix de cajou, les Tapuyas envahissaient à leur tour les côtes dominées par les Tupis pour récolter les fruits, provoquant ce qu'on appelle aujourd'hui les guerres du cajou. Il n'y avait pas que les Tapuyas Macro-G des côtes qui résistèrent aux envahisseurs Tupis. Dans le sud du Brésil, dans les montagnes de Santa Catarina, les archéologues ont fait des découvertes surprenantes dans le village d'Urubici, en retrouvant des vestiges de groupes Tapuyas Macro-G datant de la période précédant la conquête par les Portugais. À la surprise des archéologues, il semblerait qu'ils étaient d'excellents agriculteurs et plantaient des haricots, du manioc, de la citrouille et des ignames, mais aussi qu'ils vivaient dans des villages montagnards. On pensait alors jusqu'à aujourd'hui que ces groupes occupaient les montagnes uniquement à une période de l'année précise pour ramasser les pignons de pin des araucarias, un ingrédient encore utilisé aujourd'hui dans la cuisine locale brésilienne. En plus des signes évidents d'agriculture, les Tapuyas de la région ne ramassaient pas bêtement les pignons, loin de là. Ils faisaient une gestion active des ressources de la forêt de pin en dispersant des graines pour favoriser l'expansion des araucarias. Les villages étaient composés de maisons souterraines et pouvaient rassembler des centaines d'habitations disposées autour d'un système de sentiers et de monuments érigés en l'honneur des ancêtres. Les archéologues ont également retrouvé des monuments funéraires au sommet des collines, souvent un anneau d'argile de dizaines de mètres de diamètre et jusqu'à 1 mètre de hauteur, dans laquelle on déposait les ossements incinérés après d'importants rites funéraires. Les archéologues ont mis à jour dans ces sanctuaires des bols et plats en céramique, probablement des offrandes en boissons et nourriture pour le défunt, mais aussi des figurines en céramique. De l'autre côté de la frontière, en Argentine, les archéologues ont trouvé à El Dorado un monument funéraire de 20 mètres de diamètre et 3 mètres de haut, et un autre monticule plus petit de 10 mètres de large. Les deux étaient entourés d'un grand anneau en argile de près de 200 mètres de diamètre, relié à 3 autres anneaux plus petits. Pour accéder au sanctuaire, les Tapuyas Macro-G avaient construit une grande avenue rituelle d'environ 400 mètres de long et flanquée de ravins artificiels. Plutôt pas mal pour des simples nomades chasseurs-cueilleurs. Encore aujourd'hui, il s'agit du plus grand et complexe site Macro-G, mais les découvertes du côté brésilien, bien que plus petites, sont extrêmement similaires. Ces monuments funéraires étaient destinés à des chefs. D'après les récits des chroniqueurs européens pendant la période coloniale, il semblerait que les Tapuyas de la région étaient commandés par des chefs eux-mêmes soumis à l'autorité de grands chefs régionaux très puissants. D'après les estimations modernes, on pense que les Tapuyas de l'ensemble du plateau de Rio Grande do Sul étaient commandés par seulement 4 ou 5 grands chefs. Vu la grande taille du territoire en question, l'autorité de ces grands chefs n'est plus à sous-estimer aujourd'hui. Mais la question qui trouble les historiens et les anthropologues est pourquoi ces groupes Tapuyas Macro-G
connus pour leur rejet de formation d'une élite héréditaire et à une importante organisation politique, se sont rassemblés dans des grandes alliances militaires et érigé des monuments funéraires aux chefs. Certains experts avancent l'hypothèse que ces monuments pharaoniques et la centralisation du pouvoir politique chez les Tapuyas de cette région étaient une réponse à la menace et invasion des Tupis. La vue de ces grands monuments était une déclaration de guerre contre les Tupis, se traduisant par « Ce territoire nous appartient, personne ne nous fera partir ». Au vu des vestiges retrouvés, l'invasion irrésistible des Tupi-Guarani et leur présence semble s'être arrêtée net à la frontière entre Santa Catarina et Rio Grande do Sul. C'est justement dans cette zone que se trouve la plus grande concentration de ces monuments funéraires Tapuyas Macrogé. Les Tupi-Guarani ne sont pas allés plus loin. Certains historiens expliquent cela par le fait que les terres situées au-delà n'étaient pas propices pour leur culture ou qu'ils étaient trop impliqués à se déchirer dans des sanglantes luttes internes. Mais d'autres experts affirment que c'est bel et bien la force de grandes alliances politiques des Tapuyas Macrogé, un groupe ethnique établi depuis des millénaires dans la région, qui aurait stoppé les envahisseurs. Ce n'est pas un hasard si les descendants des Tapuyas Macrogé dans la région, qu'on appelle les Kaikong, avaient durant l'ère coloniale des chefs dont le rôle primordial était le commandement des guerriers et dont la récompense était des honneurs funéraires via la construction de grands monuments. En Amazonie, il y avait également de nombreuses tribus non Tupi. Parmi les plus connues étaient les Mura et les Yanomami. Avec ses 20 000 membres, ces derniers forment aujourd'hui les plus grands groupes tribaux non assimilés d'Amérique latine. Les Yanomami vivaient dans des villages très isolés qu'ils bâtissaient après avoir déchiffré une section de la forêt tropicale. Ils pratiquaient une agriculture communale basée principalement sur les bananes plantains. D'après les dernières recherches, les archéologues et anthropologues pensent que les Yanomami semblent être les descendants d'une grande civilisation avancée sur l'île de Marajo et près de Santarém. La civilisation Marajoara est l'une des plus anciennes, complexes et mystérieuses d'Amérique latine. Le nom de la culture, Marajoara, vient évidemment de l'île de Marajo au nord, qui abritait et nourrissait à son apogée presque 100 000 personnes. Le peu de connaissances que nous avons aujourd'hui est grâce au travail des archéologues. Les trouvailles indiquent que la civilisation Marajoara s'est développée vers 400 après Jésus-Christ et semble avoir brutalement disparu vers 1300 lorsque ses habitants ont quitté l'île pour l'Amazonie. Pourquoi? Nous ne savons pas, en tout cas pour le moment. Certains experts avancent l'hypothèse que cette civilisation est pour origine les Andes, pays des Incas, et d'autres suggèrent qu'elle est bel et bien autochtone et originaire de l'île elle-même. Les habitants de l'île étaient des agriculteurs sédentaires. Ils complétaient la culture de semences par une importante pêche et la récolte de fruits, notamment les baies des palmiers açaï et tucumã, qui servaient aussi à fabriquer des paniers ou des canoës. D'après les analyses dentaires et des squelettes, le régime alimentaire semblait être principalement basé sur le poisson, plutôt que des animaux relativement rares sur l'île. Pour capturer les poissons, les anthropologues suggèrent que les techniques étaient similaires à celles des pêcheurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire faire perdre connaissance aux poissons en agitant dans l'eau une plante de liane vénéneuse et ensuite attraper tout simplement les poissons qui flottent à la surface. Certaines collines artificielles servaient aussi de monuments funéraires. Les urnes renfermaient les os du défunt après lui avoir retiré toute la chair. Après analyse, les squelettes retrouvés par les archéologues nous montrent que la civilisation Marajoara était probablement une société de classe divisée entre une élite et des roturiers. Le squelette de certaines personnes démontre une taille plus grande que la moyenne et un régime alimentaire riche, tandis que d'autres étaient plus petits avec un régime alimentaire pauvre. Dès le 19e siècle, des archéologues amateurs ont retrouvé beaucoup d'impressionnants artefacts en céramique, comme des vases, des jouets, des bijoux, des urnes funéraires et des pots. À la fois fonctionnels et décoratifs, ces artefacts minutieusement travaillés démontrent un certain niveau de sophistication artistique de la culture Marajoara qui est pour le moment unique au Brésil. Et voilà, c'était tout pour cette double première, premier épisode de la chaîne HistoriaVox et premier épisode de l'histoire du Brésil. Pour ceux que ça intéresse, un petit mot sur la bibliographie et les sources. Indispensable quand on parle d'histoire, même pour la vulgariser. Au niveau des sources primaires, je parle des textes des chroniqueurs européens et pas des recherches archéologiques, ça c'est autre chose, vous retrouvez deux auteurs français religieux, un protestant et un catholique qui se détestaient, mais qui ont écrit des livres avec beaucoup d'informations sur le mode de vie des Tupis et Tapuyas vivant sur la côte. Tout d'abord, André Tévé, avec ses livres Les singularités de la France antarctique, autrement nommée Amérique et de plusieurs terres et îles découvertes de notre temps, le titre est assez long, et la cosmographie universelle. Puis Jean Léry et son histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil. Il existe plusieurs comptes rendus sur les rites anthropophagiques, mais le plus connu reste évidemment l'allemand Hans Staden et son livre nu,
féroce et anthropophage que vous pouvez trouver facilement en français. Pour tous ceux qui veulent travailler sur les tribus Tupi-Guarani, les œuvres d'Alfred Metro, un anthropologue et ethnologue suisse-américain, sont des classiques et indispensables. Pour les anglophones, en dehors des divers articles scientifiques, vous avez 3 livres académiques de la Cambridge University Press, complets et hyper intéressants, mais vraiment pas très faciles d'accès. Pour finir, au niveau des livres de vulgarisation, je vous conseille 3 livres en portugais. 1499 au Brasil antes de Cabral, de José Lopez Reinaldo, et Brasil, una historia e capitán do Brasil, de Eduardo Bueno. Vous pouvez bien évidemment retrouver la bibliographie complète en description. Merci d'avoir regardé, j'espère que cela vous a plu. Merci à Laurent Tlaquilo pour ses relectures avisées, et un merci à Roderick Saz, professeur brésilien de littérature à Fortaleza, pour m'avoir aidé à sélectionner le test de José Alencar comme introduction, et quelques autres conseils pour le script. S'il vous plaît, n'oubliez pas, si possible, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me suivre sur les réseaux sociaux, et n'hésitez pas à commenter ou partager la vidéo pour soutenir cette nouvelle aventure qu'est HistoriaVox. Rendez-vous pour le prochain épisode sur l'histoire du Brésil qui nous emmènera au Portugal et dans lequel nous verrons comment une grande bataille sanglante a scellé le destin du Brésil presque 2 siècles avant sa découverte par les Portugais. A bientôt sur HistoriaVox, obrigado.